Alors, bienvenue à tout le monde dans cette webconférence. Je m'appelle Andréane Buteau, je suis conseillère à la STAS depuis 2012 et je fais partie de l'équipe des services de garde. J'ai avec moi Sylvie, ma collègue. Sylvie, je ne sais pas si tu veux te présenter. Bonjour à tous. Donc, je suis conseillère ici à la STAS avec Andréane depuis un petit peu plus longtemps. Donc, on est bien content d'être avec vous là, ce début d'après-midi. Juste avant qu'on commence, on voulait voir avec vous, on serait intéressé de savoir à quel endroit vous avez vu cette offre là, de webconférence. Alors, si vous avez une petite minute pour nous l'inscrire dans la section clavardage, on aimerait ça savoir si vous avez vu ça à l'intérieur de notre infolette, si vous avez vu ça sur nos réseaux sociaux, si c'est quelqu'un qui vous en a parlé. Donc, si vous avez quelques secondes pour nous l'inscrire, ça serait bien apprécié. Alors, sans plus tarder, commençons. Alors, la loi modernisant le régime de la santé et de la sécurité du travail nous emmène et vous emmène comme organisation beaucoup de changements. Alors, ça touche en fait les deux principales lois qui encadrent la santé et sécurité au Québec, dont la LSST, la loi sur la santé et sécurité du travail, et aussi la LATMP, la loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles. Donc, ça fait beaucoup de changements, mais aujourd'hui, on veut vraiment se concentrer sur le volet prévention, donc la partie qui concerne l'identification des risques. Donc, notre webinaire d'aujourd'hui, c'est vraiment sur comment on identifie vos risques en service de garde. Donc, une petite le plan, en fait, pour la rencontre. On va commencer, en fait, avec une petite mise en contexte là, en lien avec cette loi qui modifie, en fait, le régime sur la santé et sécurité du travail. On va regarder c'est quoi un risque. On va aussi discuter de pourquoi on a besoin d'identifier et d'analyser les risques. On va regarder les différentes catégories de risques. On va faire une petite pratique ensemble. Et on va regarder aussi comment on identifie les risques et on analyse ces risques-là. Puis, on fera un petit résumé à la fin, puis on prendra aussi du temps pour une période de questions. Si jamais vous avez des questions au fur et à mesure là, de la présentation, n'hésitez pas aussi à l'écrire dans le clavardage. Là, on va prendre le temps de faire le tour à la fin de la rencontre. Pour vous faire une petite mise en contexte, on va regarder là, la chronologie des événements. Donc, depuis le 6 octobre, en fait le 30 septembre, pour être précis, 2021, il y a eu l'adoption du projet de loi 59, donc la loi modernisant le régime SST. Et puis, il y a des actions là, qui ont été mises en place là, le 6 octobre 2021. Mais dans le cadre de notre conférence à nous, ce qui nous intéresse comme date, c'est vraiment le 6 avril 2022, donc celle qui s'en vient, là, on est à quelques semaines près, où ce sera l'entrée en vigueur du régime intérimaire. Donc, le régime intérimaire est prévu afin de permettre à tous de planifier les nouvelles activités de prévention. C'est un régime, vous le voyez à l'écran, c'est une solution qui est provisoire, qui va être là tant et aussi longtemps que le règlement sur les mécanismes de prévention et de participation ne sera pas mis en vigueur. Donc, actuellement, en fait, à partir du 6 avril, nous serons dans le régime intérimaire qui consiste en certaines actions que vous devez mettre en place, mais à partir du 6 octobre 2025 ou plus tard, donc ça se peut que ce soit avant, ce sera le règlement officiel qui va sortir sur les différents mécanismes. Il peut y avoir à ce moment-là quelques petites différences. Mais pour le moment, là, ce qu'on va regarder aujourd'hui, c'est vraiment en lien avec les actions que vous devez mettre en place dans le régime intérimaire. Alors, le régime intérimaire, la manière qu'il est séparé, c'est pour les organisations de 20 travailleurs et moins et pour les organisations de 20 travailleurs et plus. Donc, à partir du 6 avril, on vient de discuter, ce que vous devez faire au niveau des mécanismes de participation, c'est de désigner un agent de liaison, si vous avez 20 travailleurs et moins, et désigner, en fait, un représentant à la santé et sécurité et de mettre en place le comité de santé et sécurité également si vous avez 20 travailleurs et plus. Là, ici, je ne veux pas rentrer dans les détails, ce n'est pas le sujet même de cette webconférence. Par contre, si vous avez des questions et que vous n'avez pas visionné la webconférence qui a été donnée par mes collègues Marie-Lyne et Lydia, je vous invite à aller la visionner. Elle est disponible sur notre site Internet. Je ne sais pas si Valérie, tu pourrais peut-être mettre le lien dans le clavardage, comme ça va vous donner accès facilement à cette webconférence-là. Le but de la webconférence en question qu'on a donnée en février, c'était vraiment d'expliquer l'ensemble des mécanismes de participation, mais aussi l'ensemble des changements en lien avec la loi modernisant le régime SST. Donc, ça va vraiment vous permettre d'avoir un peu plus d'informations.
Mais là, aujourd'hui, ce sur quoi on se concentre, c'est des mécanismes de prévention et c'est le fait de consigner l'identification des risques, qui est une exigence pour les entreprises, les organisations de 20 travailleurs et moins, et consigner l'identification et faire l'analyse des risques pour les organisations qui ont 20 travailleurs et plus. Alors voilà pour la mise en contexte. Un risque, c'est quoi? Ici, pour vous représenter, en fait, c'est quoi un risque, j'ai utilisé des images là, qui sont, on s'entend, pas très réalistes, là, dans le sens que vous n'avez pas de crocodile en service de garde, je suis bien consciente. Et je cherchais une image qui était forte en signification, puis qui allait comme nous donner vraiment une vision claire de c'est quoi un risque, c'est quoi un danger. Donc, pour avoir un risque, c'est sûr que ça prend un danger qui est ici représenté par mon crocodile. Donc, mon crocodile qui est le danger. Et là, je vais avoir un risque si je m'expose à ce danger-là. Donc, si je m'expose au crocodile, c'est sûr que là, j'ai un risque de me faire croquer. Donc, c'est mon risque. Maintenant, quand on parle de santé et sécurité au travail, on peut éliminer le danger. Dans ce contexte-ci, si j'étais capable d'éliminer mon danger, qui est mon crocodile, eh bien là, je l'aurais complètement éliminé mon risque. Mais je peux aussi réduire ou encore contrôler mon risque. Et dans cet exemple-là que je vous donne, c'est, admettons, si je plaçais une clôture entre ma personne, en fait, et mon crocodile, je viens donc diminuer les chances de me faire croquer par le crocodile. Ici, la clôture en question, là, ça vient vraiment représenter toutes les mesures de prévention que vous avez en place par rapport à certaines situations dangereuses que vous pouvez avoir. Donc, tant et aussi longtemps que ma clôture est en place, mais je réduis fortement le risque de me faire croquer par le crocodile. Donc, si on prend un exemple un peu plus concret, admettons qu'on parle de glace. Donc, c'est quoi les risques que j'ai de glisser sur la glace? La glace, je donc au crocodile, mon danger. Et si, par exemple, la glace, il y en a beaucoup, que j'ai une petite neige qui est sur la glace, c'est sûr que là, mon risque de tomber est très probable, en fait, très élevé. Mais si j'ai des mesures de prévention qui est ici représentées par ma clôture, comme par exemple, j'ai un entrepreneur qui vient pour déglacer, mettre du sel ou mettre du sable sur les plaques de glace, que je fournis par exemple des crampons à mes éducatrices qui vont à l'extérieur dans ma cour. Si, par exemple, je mets en place aussi une procédure d'inspection de la cour pour venir évaluer, est-ce que c'est sécuritaire ou pas d'aller dehors, faire de la place. Et ici, ça veut dire que j'ai quand même une clôture assez solide, j'ai quand même beaucoup de mesures de prévention, ce qui fait en sorte que le risque est diminué. Donc, sans mesures de prévention, c'est sûr que mon risque de tomber est quand même élevé. Mais si j'ai des mesures de prévention qui sont en place, je viens de réduire mon risque de tomber. Donc, quand tu pas en mesure de différencier, je dirais, le danger du risque, c'est pas ça qui est l'important. On va parler à partir de maintenant pas mal de risques. Et de voir que les mesures de prévention que vous avez en place viennent influencer la lenteur ou la tenance du risque. Ça va être important un peu plus tard quand on va parler d'identification et d'analyse. Donc, en résumé, c'est quoi un risque? C'est un danger, un inconvénient plus ou moins probable auquel on est exposé. Dans la situation tout à l'heure, j'avais une personne qui était exposée au crocodile, donc il y avait un risque de se faire. Tous les milieux de travail comportent des risques de blessures ou d'atteinte au bien-être. Donc, que vous ayez eu des accidents de travail jusqu'à maintenant ou que vous n'en ayez pas eu, vous avez quand même des risques dans votre milieu de travail. Donc, quand on parle de faire de l'identification des risques, c'est un peu comme si on cherchait tous nos crocodiles qui sont dans notre service de garde, toutes les situations dangereuses. On va être capable après ça de venir évaluer c'est quoi le risque par rapport à cette situation dangereuse et prendre en considération si on a des clôtures ou pas. Donc, j'espère que c'est clair par rapport à ça. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous l'écrire, on pourra y revenir à la fin de la rencontre. Donc, pourquoi identifier des risques et faire l'analyse des risques? Donc, dans la démarche d'identification des risques que vous voyez à l'écran, faire l'identification et de l'analyse de risques, ça nous permet d'avoir une démarche structurée pour connaître tous les risques dans votre milieu de travail. Donc, ceux qui se sont manifestés, comme on disait tout à l'heure, et ceux qui sont encore silencieux, si je peux me permettre. Donc, qui ne sont pas encore manifestés, pour être capable de cibler les bonnes actions à mettre
dans votre programme de prévention, dans votre plan d'action. Donc, ça va vous donner un portrait global de l'ensemble de vos risques. Et une fois que vous allez avoir priorisé, donc que vous allez avoir fait votre analyse de l'ensemble de ces risques-là, vous allez savoir quoi mettre en premier, sur quoi intervenir en premier pour avoir un plan d'action ou un programme de prévention qui reflète vraiment vos besoins dans votre milieu de travail, vos priorités d'action pour que toutes les ressources que vous allez investir, puis on sait que les ressources, on n'en a pas à profusion, hein, donc les ressources humaines ou matérielles ou financières que vous avez soient mises au bon endroit pour avoir vraiment des impacts positifs sur le bien-être au travail des travailleurs, des éducatrices et tout le personnel que vous avez dans votre service de garde, mais aussi sur la prévention des accidents de travail. Donc, ce que vous voyez de vous présenter à l'écran, c'est un peu cette démonstration-là. De venir identifier, d'analyser vos risques, ça va vous permettre d'avoir un plan d'action et un programme de prévention qui est axé sur vos fiertés, sur votre réalité, afin d'investir toutes vos ressources au bon endroit, agir à la bonne place pour avoir un impact positif. Et ensuite, une fois que votre plan d'action sera mis en place et votre programme de prévention, vous allez pouvoir le réévaluer pour voir si tout est bien fait de son travail, si dans le fond, toutes les mesures que vous avez mises en place ont donné un effet positif. Et ensuite, vous allez pouvoir reprendre des identifications de l'analyse de risque. C'est vraiment une démarche qui est continue, c'est vraiment de l'amélioration continue que vous faites avec cette démarche. Donc maintenant, je vous pose la question, à vous de voir où est-ce que vous en êtes rendu, mais chez vous, est-ce que vous faites déjà de l'identification des risques? Est-ce que vous en faites peut-être en partie ou vous en avez peut-être déjà fait une bonne partie dans votre milieu? Et si vous avez un plan d'action ou un programme de prévention actuellement, par exemple en mutuelle, comment vous choisissez vos actions que vous mettez dans l'action? Vous le faites à partir de quoi? Quelle analyse que vous faites pour être capable de sélectionner les actions ou les interventions que vous faites dans votre plan d'action? Donc, si je vous laisse la réflexion, à vous de voir où est-ce que vous en êtes rendu, comme je vous disais tout à l'heure, que votre réponse soit oui ou non, il n'y a pas de problème. Enfin, on est là pour faire le bout de chemin ensemble. Puis la nouvelle loi, en fait, nous oblige comme entreprise, comme organisation, à mettre en place ces activités-là. Donc, peut-être que les prochaines PowerPoint, vont vous permettre de vous réconforter dans les actions que vous faites déjà. Mais peut-être aussi que pour d'autres personnes, c'est complètement nouveau. Puis, n'hésitez pas aussi, on est là pour vous aider là, si jamais vous avez des difficultés là, à mettre en place ces activités préventives. Donc, dans toute la bulle, en fait, là, que je vous ai présentée ici, c'est l'identification et l'analyse de risque qui est à faire pour le 6 avril 2020. Donc, pourquoi? On en a parlé là, avec la diapo précédente, mais ça vous permet de dépister tous les risques et les dangers, même s'ils sont silencieux. Ça vous assure de prioriser les bonnes actions. Vous allez investir donc vos ressources au bon endroit et ça favorise l'implantation, bien sûr, d'une culture de prévention. Alors, qui fait ça, l'identification et l'analyse de risque? Tout d'abord, il faut impliquer nos travailleurs, c'est sûr. Les travailleurs, c'est les experts de leur travail, c'est eux qui le connaissent le mieux. C'est les mieux placés pour nous guider dans l'identification. Ensuite, dans les mécanismes de participation, de la LMRSST, donc de la loi modifiant le régime de santé et sécurité. Je parlais un petit peu tout à l'heure, mais que vous pouvez avoir plus d'informations dans la web conférence de février dernier. Il y a pour certaines organisations un agent de liaison qui va devoir être nommé, pour ceux qui sont 20 travailleurs et moins. Et le représentant et le comité en santé et sécurité, c'est pour ceux qui ont 20 travailleurs et plus. Donc, eux, ils ont comme rôle, comme mission de participer à l'identification des risques et l'analyse des risques. Et bien sûr, il ne faut pas oublier l'employeur qui, par l'entremise du comité, va participer à l'identification des risques. Parce que dans le comité, il faut qu'il soit participant, donc il doit y avoir des représentants de l'employeur. Mais vous savez que dans la loi, les employeurs ils ont l'obligation de documenter par l'identification des risques auxquels les travailleurs et les travailleuses sont exposés. Alors voilà pour ça. Je vais passer la parole à Sylvie, qui va vous parler en fait des différentes catégories de risques. Donc, avant de se lancer dans la démarche d'identification comme et d'analyse des risques, on va regarder ensemble c'est quoi les risques, les catégories de risques qu'on peut retrouver dans notre milieu de travail de façon plus spécifique.
pratique là, dans notre service de garde. Donc, c'est vraiment une étape préalable de catégoriser son risque. Les risques dans une situation de travail, c'est sûr qu'ils peuvent être nombreux. Ça va varier d'un milieu de travail à l'autre, d'un service de garde à l'autre. On s'entend pour classer les risques en 6 grandes familles ou catégories. Puis c'est selon vraiment la nature du risque, et non pas des effets qui sont possibles sur notre santé ou notre sécurité. Donc, vous avez ici les grandes catégories de risques. On va les reprendre une par une pour que ce soit plus clair à votre esprit, si ce n'est pas déjà le cas, de qu'est-ce qu'on entend par un risque de se blesser ou d'atteinte à la santé dans les services de garde. Donc, ces risques-là, ils peuvent être de nature ergonomique, ça, on va le voir, mais c'est tout ce qui se rapporte aux postures, mouvements, efforts. Les risques biologiques, c'est quand on est en contact avec des organismes vivants. Les risques chimiques, avec des produits dits chimiques. Les risques liés à la sécurité, les risques mécaniques, c'est en lien avec nos équipements, nos instruments de travail, puis l'environnement dans lequel se déroulent nos activités. Bon, les risques physiques, c'est un petit peu plus abstrait. Là, ça réfère à l'énergie, aux ondes électromagnétiques. Là, on va y revenir tout à l'heure. Puis les risques psychosociaux, ça réfère au psychosocial, donc aux relations, aux interrelations qu'on a avec les autres personnes dans le cadre de notre travail. Si on commence avec les risques ergonomiques, ça regroupe toutes les situations, les dangers qui concernent les postures, les mouvements qu'on fait, qu'on réalise et les efforts physiques qu'on fait. Les conséquences peuvent être variées, là, mais c'est souvent associé avec des blessures au dos, hein, on entend parler d'entorse lombaire, ou encore de blessures aux épaules comme les bursiers, ça peut être aussi des tendinites, mais ça peut aussi affecter nos membres inférieurs, là, comme les genoux. C'est vraiment dans les dangers qui dominent dans ce qu'indemnise la CNSST, et ça depuis plusieurs années. Si on prend des exemples, et qu'on les regarde qui sont plus spécifiques avec les services de garde, bon, mais des postures contraignantes, on parle par exemple de flexion. Donc, c'est quand on se penche vers l'avant ou sur le côté, il y a plein de situations, mais ça peut être par exemple si je prends un enfant qui est assis au sol, là, comme éducatrice. Comme responsable en alimentation, ça peut être si je vais déposer un plat sur une tablette basse dans une armoire, là, sous le comptoir, par exemple, sur une tablette. La torsion, on l'observe, ça, quand on a nos épaules qui ne sont pas alignées avec nos pieds. Alors, ça peut arriver quand on veut atteindre un point en hauteur ou tout auprès du sol. Ça peut être quand je veux ranger des chaudrons dans mon armoire en coin, comme ça pourrait être aider un enfant à se placer devant l'idée pour laver ses mains pendant qu'il monte sur le marchepied. Voilà, ce sont des exemples, c'est sûr qu'il y en a bien d'autres. Être à genoux, c'est une posture qui est souvent appréciable pour réduire les blessures au dos, mais ça peut présenter aussi une situation de blessure. Mais ça, on va voir quoi en service de garde, une éducatrice à genoux, quand elle veut aider, par exemple, un enfant à s'habiller, s'il est peut-être au sol ou sur le banc, là, dans le corridor ou le vestiaire. Ça peut être aussi la responsable en alimentation, là, si elle veut, par exemple, ranger des articles tout en bas dans son garde-manger. Donc, vous voyez, c'est des postures qui peuvent être associées à des blessures, on va appeler de type trop musculo-squelettique. Ça peut être aussi des soulèvements d'enfants. Hein? Donc, quand on peut prendre un enfant pour l'asseoir sur une chaise qui est murale, ça peut être aussi, si on veut prendre l'enfant à la table à manger, si on n'a pas de marchepied qui est fonctionnel. Mais ça pourrait être aussi des soulèvements de charge. Là. Ça pourrait être quand on veut ranger des jouets, comme éducatrice, quand on veut sortir le bac des décorations de Noël. Ça va être quand on défait notre commande. Si on parle de la cuisinière, ça peut être quand on veut chercher des conserves pour aller cuisiner. Donc, des soulèvements de charge, il y en a à plusieurs occasions dans le travail. Ça peut être aussi quand on a des postures d'étirement avec les bras au-dessus de la tête. C'est assez exigeant au niveau musculo-squelettique. Donc, ça, c'est possible
quand on veut faire des rangements en hauteur ou accéder à du matériel en hauteur, par exemple. Pour en savoir plus sur les risques ergonomiques, on vous a mis ici des références. Là, si vous cliquez sur le lien « À vous de jouer », vous pourrez accéder à un ensemble d'outils. Ça, c'est vraiment notre collection qu'on développe depuis quelques années déjà. Donc, on parle ici de vidéos, d'articles de notre revue Santé Père, mais aussi d'outils pour recenser les risques. On a jusqu'à date développé cette filière-là pour les éducatrices. Donc, on a une première série d'outils ou une vidéo pour les troubles musculo-squelettiques chez les éducatrices. Puis après, on en a fait aussi pour des routines qu'on trouve en service de garde, donc toutes les tâches autour du dodo, donc de la sieste, et le changement de couche et l'apprentissage de la propreté chez les plus grands. Donc, on a des vidéos d'une dizaine de minutes, mais on a aussi des beaucoup plus courtes, qu'on peut appeler des capsules, qu'on a maintenant à votre disposition, qui s'intitulent Les trucs de Sarah. Là, vous avez peut-être vu passer là, dans nos différentes infolettres que vous avez probablement reçues. Donc, ça, c'est pour les éducatrices, mais si vous regardez du côté de la responsable en alimentation, on a développé tout un numéro de Sans Pépin où vous pourrez voir, oui, des risques, mais aussi des solutions. Si vous êtes plutôt préoccupé à documenter le risque du côté du travail de bureau, on a un webinaire qui a été enregistré et vous pouvez l'écouter. Et bien sûr, si vous consultez le dossier thématique, là, vous allez retrouver l'ensemble et de nos outils, de nos publications, et quand c'est approprié, on a quelques formations aussi qui sont offertes. Donc, ça, c'est pour le risque ergonomique. Si on regarde maintenant les risques ergonomiques, je vous ai parlé que ça concernait le contact avec les êtres vivants. Bien, ce que j'avais particulièrement en tête, c'est quand on est en contact avec des microbes, que ce soit des virus, des bactéries, mais ça peut être aussi des champignons, des moisissures, mais ça peut être aussi en contact avec des des organismes, là, on va appeler ça des pestes, des parasites ou des bestioles indésirables, mais qui vont faire en sorte qu'ils ont un potentiel de nous transmettre une infection, ou de nous faire développer une réaction allergique, ou peut-être avoir d'autres effets, genre irritation là, à la peau, par exemple, donc d'autres effets sur la santé. Ça peut être quoi comme exemple? Les contacts avec le virus, là, je ne vous apprendrai rien avec le coronavirus, là, donc vous en savez autant sinon plus que nous. Mais ça pourrait être, si vous vous référez à avant 2019, prendre soin d'un enfant qui a le rhume, soit parce qu'on l'aide à se moucher ou qu'on le console, bien, ça peut nous mettre en contact avec ses sécrétions, puis nous rendre plus susceptibles d'attraper nous aussi son rhume. Ça peut être au niveau de la gastro-entérite qu'on a vu souvent apparaître, qui apparaît dans le calendrier d'après les fêtes. Si on touche à des surfaces contaminées qui n'ont pas été bien désinfectées, ça nous comporte nos mains à notre bouche, ça nous porte à risque de développer nous-mêmes une gastro-entérite. Mais ça peut être le contact, bien sûr, directement avec les selles aussi, mais ça, c'est peut-être un peu moins fréquent puisque vous avez en général des bonnes pratiques. Si on regarde avec les parasites, c'est moins fréquent, mais oui, on peut avoir les poux qui sont des hôtes, des têtes parfois au retour des vacances. Et puis c'est la nôtre, donc nos cheveux sont très proches d'un enfant, mais ça permet à l'adulte poux là, de venir faire transiter, peut-être faire notre tête. Les punaises de lit, c'est quelque chose dont on a parlé dans les années passées, qui est possible quand nos enfants ou quelqu'un qui vient au service de garde a des punaises sur lui. Donc, elles peuvent après décider c'est la blague, de rester dans le service de garde et après de coloniser les lieux. Ça peut être un contact avec des agents allergènes, hein, le pollen, donc là on parle plutôt d'une plante, donc un organisme vivant mais végétal. Mais il y a des gens aussi qui sont allergiques aux piqûres de guêpes. Donc, si on fait des activités à l'extérieur, si on marche sur un nid, il y a des guêpes qui se développent dans le sol ou qui sont dans certains dans les jeux des enfants qu'on vient pour ranger. On peut être susceptible d'être piqué si on est allergique. Donc, peut-être d'avoir une réaction substantielle. Le contact, il peut se faire avec aussi d'autres plantes que
que la partie pollen, donc l'herbe à puce, l'herbe à poux, qui vont générer des dermatites de contact ou des réactions allergènes au niveau des voies respiratoires, des muqueuses des yeux. Contact avec un animal, si vous allez au parc ou ailleurs, oui, ça peut être des réactions allergiques, mais ça pourrait être des morsures aussi. Donc ça fait partie de différents exemples possibles de risques dits biologiques. Qu'est-ce qu'on a dans notre documentation, si vous voulez en savoir davantage? Bien, on vous a mis le lien vers le site que vous connaissez probablement du ministère de la Famille, hein, qui est en place depuis bien des années et qui comporte une foule d'informations. Mais dans notre dossier thématique, vous allez aussi retrouver des affiches, des éléments, des webinaires, des formations déjà données dans le passé, quelques articles. Et tout notre dossier COVID se retrouve ici dans ce lien-là, le dossier thématique. Si on passe aux prochains risques, les risques chimiques. Bon, qu'est-ce qui peut être trouvé comme danger de se blesser avec des produits chimiques en service de garde? Donc, les risques chimiques, comme je viens de le dire, c'est lié au fait qu'on peut être exposé à un produit chimique. On peut s'exposer en touchant le produit, en ayant des éclaboussures, mais ça peut être aussi en respirant des particules fines, ça pourrait être des poudres fines ou ça pourrait être des vapeurs qui peuvent à ce moment-là, on peut les respirer. Quel genre, si on tient compte de ce qui existe habituellement dans la plupart des services de garde, ce qu'on s'attend comme effet à la santé des produits chimiques, là, à moins qu'on en ingérerait, puis qu'à ce moment-là, on aurait intoxication ou une irritation sévère là, au niveau des voies gastriques, là, on va s'en tenir habituellement à des irritations ou des brûlures, ce qui n'est pas rien, là, mais au niveau de la peau ou des yeux ou des muqueuses, on entend par là le nez ou la bouche. Surtout si on travaillait sans protection, on va parler d'équipements individuels, que ce soit des lunettes ou des gants, là, selon le type de tâche qu'on fait. Là. Donc, ça peut causer des irritations, des brûlures. Comment savoir? Mais chaque produit a ses propriétés. Donc, comment savoir le produit en question, quel est le risque de façon précise? C'est sûr que vous devez connaître le CINDUD 2015, à tout le moins, mais regardez sur l'étiquette du contenant, qui a été fixé par le fabricant, qui va vous donner un minimum d'informations. Et vous allez probablement, quelque part dans votre service de garde, rassembler l'ensemble des feuillets que vous envoie aussi votre fournisseur, qui décrit le plus en détail les risques du produit en question. Donc, c'est quoi les exemples de situations de travail et de risque d'avoir un risque de se blesser à cause de produits chimiques? Bien, ça pourrait, par exemple, avec vos produits de nettoyage, au moment comme tel où vous les utilisez, si vous mettez beaucoup de liquide de nettoyage sur votre linge et puis que vous en faites une éclaboussure, dépendamment de la concentration du produit ou de sa nature, vous pourriez avoir une irritation, donc le contact avec le produit. Mais ça peut être aussi avec les tâches qui précèdent, donc au moment où vous faites la dilution, au moment où c'est peut-être juste du transvidage. Donc les risques ne sont pas juste au moment de l'utilisation, ça peut être aussi en préparation. Les produits dans la vaisselle, bon, à ce moment-là, au niveau de la responsable des services en alimentation, ça peut être au moment quand elle change les produits pour, comme tel, nettoyer correctement la vaisselle. Mais ça peut être aussi dans sa tâche hebdomadaire d'entretien de l'appareil. Vous pouvez utiliser peut-être des produits comme le détartrage ou des produits anticorrosifs qui, là, vont avoir d'autres propriétés et d'autres contacts possibles avec ces produits. Les produits de désinfection ont des capacités de tuer les microbes, mais donc ne sont pas neutres, mais ils peuvent aussi nous créer des irritations. Je pense à l'eau de Javel, mais c'est la même chose, pas la même chose, mais on a aussi des risques avec le peroxyde d'hydrogène, avec des ammoniums quaternaires, donc des produits qu'on utilise pour leur efficacité antimicrobienne, mais qui peuvent quand même avoir des effets si on ne suit pas les méthodes de protection appropriées. Il y a aussi des produits antiparasitaires. Là, je ne pense pas que ce soit vos employés nécessairement qui les utilisent, parce que souvent, la recommandation, c'est d'aller vers des experts en extermination si vous êtes pris avec la vermine ou
je ne sais pas, moi, une infestation de fourmis là, en plein été. Mais il reste que, en général, on va avoir des règles de délai d'attente avant de retourner dans le local. Ou, donc, si on ne les respectait pas, on pourrait être peut-être à risque d'avoir des effets. Ou si on touche à des surfaces qui ne sont pas encore ou qu'on ne devrait pas, ou s'il restait des produits, vous pourriez donc avoir un contact et des effets. D'autres, peut-être vous avez des gens qui font des travaux de réparation, qui utilisent la peinture, qui utilisent des produits pour lubrifier les surfaces. On ne les a pas nommés ici, présentés sur la diapo, mais ces gens-là peuvent être à risque là, au moment de leur utilisation. Donc, si on regarde sur les liens, vous retrouvez ici des liens pour en savoir plus sur les risques chimiques. On a écrit plusieurs documents où on fait des webinaires par rapport au Simdut, ce que c'est, qu'est-ce que vous devez faire, quel genre de formation donner. Et dans le dossier thématique, vous allez retrouver, oui, des informations aussi sur le Simdut, mais aussi sur l'amiante, indépendamment de l'âge de votre bâtiment. Ça peut représenter des précautions, des risques au moment de travaux d'entretien du bâtiment. Et on a aussi un article sur la qualité de l'air. Donc, ça, c'est pour le risque chimique. Si on passe maintenant au risque à la sécurité, les risques mécaniques. Bon, on n'est pas dans un atelier, évidemment, quand on est en service de garde, mais il reste quand même qu'il y a des équipements, des appareils qui sont utilisés et qui peuvent comporter, oui, un risque de se blesser. De se blesser par rapport avec en se coupant, en se piquant, peut-être en ayant une fracture. On peut observer aussi des contusions, des brûlures, des frottements. C'est pour ça qu'on va appeler des dangers mécaniques. Dans cette catégorie-là, on retrouve aussi tous les risques qui concernent les chutes de personnes puis les chutes d'objets, ou des risques d'incendie, donc des risques qui peuvent se retrouver autant à l'intérieur de l'établissement qu'à l'extérieur. Quel genre de situation où les outils et les machines peuvent représenter un risque? Bien, ça va être principalement au niveau de la cuisine. Si, dépendamment si on débranche ou pas nos appareils avant d'aller ajouter un ingrédient, puis qu'il n'y a pas de garde, ou si je ne débranche pas, et par mes gardes, je touche en même temps un bouton de démarrage, je vais peut-être me coincer les doigts ou les couper, dépendamment de la machine en question. Donc, c'est important de donner vraiment des règles à suivre à ce niveau-là. Au niveau des véhicules, bon là, des véhicules, on pense plutôt à quelque chose qui n'est pas très motorisé. En général, là, dans un service de garde, donc davantage peut-être quand vous manipulez soit des chariots pour aller porter la nourriture ou des pompes par exemple, qu'on doit déplacer, peut-être ranger dans le cabanon, qui peut faire en sorte qu'on se coince les doigts, on passe une roue sur nos pieds, puis on a une blessure plus ou moins grave. Chute d'objets. Chute d'objets, ça peut être bien sûr dans le local avec les enfants, parce qu'on range en hauteur peut-être les jeux les plus gros, ceux qu'on ne veut pas vous donner accès en tout temps aux enfants, puis dépendamment de la longueur, la largeur de la tablette, la dimension de l'objet en question, peut-être qu'il y a un risque de chute. Ça peut être aussi à la cuisine, quand on range les conserves, qu'on les prenne. Ça, c'est un autre exemple. Ça pourrait être aussi à l'extérieur, dépendamment comment sont rangés tous les jouets dans le cabanon. Donc, quand on veut accéder à certains jouets, ben, on pourrait effectivement occasionner des heures, donc cogner notre tête aux parties du corps. Mais c'est aussi des chutes de personnes. Des chutes de personnes parce qu'on marche sur un plancher glissant, comme Andréane a dit, sur de la glace avec une fine neige l'hiver, sur un raisin qu'on n'a pas vu et qu'on écrase avec notre pied, un petit arbre au sol, ça peut nous faire chuter, un enfant qu'on n'a pas vu, des objets qui traînent. À l'extérieur, ça peut être parce que les surfaces sont inégales. Ça peut être parce que je n'ai pas vu un caillou, une roche, en descendant du trottoir si vous allez au parc qui est tout près. Donc,
les gens peuvent effectivement chuter dans plusieurs circonstances. C'est même une des causes importantes. Je ne sais plus si c'est la deuxième ou la troisième en service de garde, mais c'est responsable de plusieurs accidents. Au niveau des incendies, ben là, ça va être quoi? Ça va être, par exemple, si bon, il y avait un problème électrique avec votre installation, avec certains appareils qui sont peut-être usés du cordage au niveau de la prise électrique, mais ça peut être aussi la cuisine quand on prépare des repas, soit le corps gras qui s'enflamme ou un plat qui est laissé sur le four, sur le rond, et puis qui prend feu. On souhaite la personne. Donc, si on prend, dans ce qu'on a dans nos références, on a vraiment plusieurs outils, documents pour tout ce qui s'appelle la prévention des chutes. Tout un numéro, un tableau pour apprécier vos risques et solutions, même un exemple de plan d'action. Donc, ça serait intéressant par rapport à ce risque-là de consulter, d'examiner, même si c'est rapidement, là, ces documents-là. Sécurité des machines, on a déjà écrit dans 100 pépins, c'est des appareils de la cuisine. Et dans le dossier thématique, vous y retrouverez l'ensemble des informations à ce sujet. Risque physique, ça avance bien. Donc, ça concernait, je vous disais, tout ce qui était ondes électromagnétiques. Là, je référais de façon précise. Bien, ça arriverait pas. Peut-être un terme un petit peu trop technique que j'ai pris tantôt. Tout ce qui s'appelle la chaleur, le froid, les rayons du soleil, le bruit, l'électricité, c'est toutes des ondes, ça. Donc, ça peut être source, ça peut occasionner des blessures ou des dangers, des effets sur la santé assez variables. Quand on parle de chaleur, ça peut être, il fait chaud dans la pièce, on est dehors, c'est le temps de canicule. C'est quoi les effets à ce moment-là? On est inconfortable, au-dessus, on a besoin de boire, mais si on ne se préoccupe pas de ces symptômes-là, on peut être vraiment plus mal en point, faire des coups de chaleur, syncope, c'est possible. Donc, ça, c'est la chaleur de l'ambiance, mais ça peut être un objet qui est chaud, qui nous brûle, ou une éclaboussure, si vous voulez encore du transvidage, disons, d'un gros chaudron de pâte, soit de l'eau. Ça va lui créer une brûlure ou à la main, à l'avant-bras, peut-être à la jambe. Le froid peut créer aussi des brûlures et de l'inconfort, c'est clair. Rayon du soleil, des coups de soleil. Bon, on sait aussi qu'il y a peu de gens qui, avec les années, y échappent. Les cataractes qu'on a à un âge vénérable, c'est associé à une exposition au soleil sans protection avec des verres fumés. Le bruit est assez présent. Je pense qu'il préoccupe beaucoup de services de garde, du personnel. Bon, peut-être pas tant pour des risques d'atteinte à l'audition, mais nettement en termes d'effets sur la fatigue, le stress, l'irritabilité, la patience. L'électricité, comme risque d'électrocution, surtout si vous avez des installations qui sont des suites ou des appareils là, qui auraient besoin d'être revus ou dans vos façons de connecter, déconnecter. Donc, plusieurs sources de blessures différentes. Donc, le bruit peut être dans un local, si on prend des exemples dans un local d'enfants, puis il y a des périodes dans la journée. Ça peut être la salle d'outils, le matin, en fin de rencontre, mais ça peut être aussi avant le dîner, quand les enfants sont fatigués et ont faim, c'est vraiment une période où le bruit est assez élevé. Ça peut être aussi à la cuisine, du fait qu'on a plusieurs appareils qui fonctionnent. Je pense au lave-vaisselle, je pense au mixeur, entre autres. La chaleur, le froid, bon, j'en ai parlé. Les rayonnements UV aussi, puis l'électricité, les appareils, là, je n'ai pas pris en détail, c'est tout qui se passe. Donc, on a beaucoup écrit sur le bruit, un excellent numéro pour comprendre le phénomène du bruit, si vous allez vers la première référence. La deuxième, bien, vous allez avoir des outils en plus du numéro de 100 pépins, des webinaires qui vont vraiment permettre là, d'approfondir ce risque-là au besoin. Dernier risque, risques psychosociaux. Donc, associé à quoi? Bien, aux relations interpersonnelles, que je dirais, donc avec nos collègues, avec la direction, les enfants de notre groupe et des autres groupes, ou de la garderie, là, si on n'occupe pas des fonctions d'éducatrice, mais aussi avec les parents.
Donc ça, c'est une chose. Mais dans les risques psychosociaux, il y a aussi tout ce qui concerne comment organiser notre travail, la présence de contraintes de temps. Donc, autant les relations que ces deux éléments-là que je viens de nommer peuvent avoir des effets sur notre bien-être, donc physique, mais aussi psychologique. Donc, dans les exemples que vous avez à côté, bien, le fait que notre charge de travail soit élevée parce qu'il manque quelqu'un, parce qu'on est obligé de revoir les horaires, parce qu'on n'a plus le temps de faire notre travail préparatoire peut-être pour des activités de type des activités pédagogiques, ça va avoir peut-être avoir un impact effectivement sur notre stress, notre bien-être. Le fait que notre travail est peu ou pas reconnu dans certains milieux, auprès des parents ou de notre équipe, d'avoir peu ou pas d'autonomie dans notre travail ou d'influence sur nos collègues ou d'autres va faire en sorte que ça représente aussi un risque psychosocial. Quel est le soutien de notre gestionnaire et de nos collègues quand on rencontre des difficultés, des épreuves, peut faire une différence. Le harcèlement psychologique également. Il y a aussi des situations, on n'a pas tout inscrit ici, mais tout ce qui va concerner l'incivilité. Donc, si on discute de façon respectueuse entre nous, si on est en conflit de travail, en conflit de valeurs, que ce soit entre collègues sur nos façons d'intervenir auprès des enfants ou ce qu'on observe de comportement chez les parents, ça peut effectivement nous affecter à court ou à plus moyen terme. Ça va rentrer aussi. Si on est soumis à des agressions verbales, voire même physiques, ça rentre aussi dans la catégorie des risques psychosociaux. Si on regarde en termes de ressources, si vous voulez en savoir davantage, on vous invite à assister à la prochaine webconférence qui aura lieu le 6 avril prochain. Vous pouvez vous inscrire en cliquant sur le lien que vous voyez parce que vous aurez, on vous enverra le PDF après la rencontre. Et si vous consultez notre dossier thématique, vous allez voir qu'on a été super prolifique à ce sujet-là. Il y a beaucoup d'informations que vous pouvez lire, écouter et suivre avec des formations ou de l'assistance conseil sur les risques psychosociaux. Donc là, on vient de passer, je dirais, un survol des différents risques possibles. Donc, avant de passer comme tel à la démarche, ce qu'on vous propose, c'est qu'on fasse une pratique tous ensemble. J'espère que vous participerez en grand nombre. Là. On va partir d'un exemple au pouponnière. Donc, je sais que vous n'en avez peut-être pas dans tous les services de garde, mais on en retrouve dans vraiment plusieurs. Donc, on vous apporte ici une photo. Donc, vous avez ici une pouponnière. Et ce qu'on vous demande, c'est, en utilisant le chat, de nous dire ce que vous voyez comme risque possible de se blesser pour l'une ou l'autre des éducatrices. Donc, autant celle qui est debout à l'avant-plan, là, que celle qui est assise à l'arrière. Là. Donc, juste à regarder, faites comme si vous alliez dans ce local-là. Qu'est-ce que vous voyez comme risque? Vous identifiez comme ça? Donc Sylvie, je suis désolée, mais le chat ne fonctionne pas non plus. Donc si nos participants souhaitent intervenir, moi, je leur suggérerais plutôt de lever la main et je vais pouvoir ouvrir les micros. D'accord. Donc, est-ce qu'il y en a qui voient des risques ici pour l'une ou l'autre des éducatrices, des risques de se blesser avec ce que vous voyez comme mise en situation sur cette photo? Alors, Anka Dogarou. Allez-y, on s'écoute. Mais je vois l'éducatrice en avant-plan qu'elle n'utilise pas ses genoux, elle coupe son dos là, Et? pour s'appuyer, donc c'est un risque de blessure au dos. OK, d'accord, de sa posture, puis parce qu'elle va prendre l'enfant? Oui, c'est ça. OK. Je vois aussi ici la table allongée, donc où devrait être, vous le direz, pour mettre l'enfant sur la table allongée est pleine de toutes sortes d'affaires là, qui peuvent tomber n'importe quand.
Donc, vous parlez sur la table à langer, le risque d'avoir des chutes d'objets. Est-ce que c'est ça que vous répétez? En dessous de la table à langer, ça doit être un escalier là, que l'enfant Oui. la table à langer, puis je vois que c'était tout encombré là. Oui. Donc, elle ne pourra pas utiliser le marchepied, c'est ça? oui. OK. Et pour l'éducatrice en arrière-plan, je vois qu'elle a une écharpe là. Ça me pose un problème là. Elle peut s'accrocher là. Ben, c'est une pouponnière, bien sûr qu'il y a beaucoup de déchets par terre, il faut faire attention à ça, mais c'est une pouponnière, on ne peut pas tout ranger en hauteur. Donc, je comprends deux choses. Vous avez peur ici si elle accroche son foulard ou qu'un enfant tire, qu'elle se retrouve avec un risque ici, en tout cas, d'être inconfortable, voire un peu difficile. Oui, ça peut, il faut faire attention. Oui, vous avez parlé aussi du fait qu'il y avait des jeux par terre. C'est un risque de chuter ou de quasi-chute. C'est sûr, quand on fait ici la description, c'est évident, mais quand on va faire des activités au sol avec des petits comme un apôtre qui va avoir des jeux, mais il faut comprendre que le risque il est quand même là de se blesser. Oui. Ben, merci beaucoup parce que quelqu'un d'autre voyait d'autres risques? À la diapo, je crois qu'il y a une deuxième main. Oui, il y a une deuxième main, c'est Emmanuel. Et moi, on vous écoute, Emmanuel. Oui, ils ont déjà été quand même beaucoup nommés, mais il y a aussi l'éducatrice qui est assis en arrière-plan, qui n'a pas nécessairement de chaisière. Elle est assise en indien, le dos courbé, tout ça, fait que c'est pas nécessairement l'idéal non plus comme posture. Donc, on parle ici d'une autre posture contraignante, d'être assise au sol sans appui du dos. C'est un bon point. On peut effectivement, au moment de rester assise, c'est pas tellement confortable pour le dos. Et puis quand elle va se relever aussi, hein? Effectivement. Aviez-vous vu autre chose, Madame Emmanuel? Il y avait les objets qui étaient sur la table à langer, puis on voit sur le tapis bleu, il y a des choses, donc c'est clairement pas adéquat si on veut installer un enfant. Il y a une espèce de bol à fruits ici, je pense, là, mais plus ou moins bien. Donc, ça se pourrait, quand elle vient pour coucher l'enfant ou l'asseoir, qu'elle fasse deux choses en même temps, puis la posture serait peut-être pas idéale à cause de ce qu'on voit sur le coussin bateau bleu, hein, c'est ce que vous dites. Exact. Puis si on mange les fruits, peut-être qu'il va y avoir autre chose que juste la pelure. Du fait que ça sert de table de dépôt de repas, donc c'est pas dans... Il y a un risque biologique ici. Est-ce que c'est ça que vous aviez en tête, Manuel? Aussi, en effet, au niveau de l'hygiène, c'est pas idéal. C'est pas l'idéal. Donc, merci beaucoup à toutes deux là, qui probablement disent ce que d'autres aussi ont vu, mais d'avoir pris... On a une dernière main, c'est celle de Marie. Marie, allez-y. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Okay. Oui, tout à fait. Moi, je vois pas de point d'eau pour laver les mains. Oui. Ou la table à langer et le plat de fruits pour être facilement pris par un enfant. Donc, vous parlez ici d'un... OK. L'autre chose, c'est que j'ai l'impression que les couches aussi, c'est peut-être pas l'endroit idéal pour les placer. Elles semblent loin de la table à langer. Mais vraiment, qu'il n'y ait pas de point d'eau pour le lavage de mains, ça me questionne. Oui. Donc, à ce moment-là, vous pensez qu'il y a un risque que l'une ou l'autre des éducatrices va être en contact avec les liquides biologiques, qu'on dirait. Donc, le nez qui coule. Le nez qui coule aussi. Effectivement, il y a un risque biologique ici. Puis le plat que vous avez nommé, comme risque s'il tombait au sol, il pourrait... les enfants pourraient le prendre, le plat. Oui. Il est vraiment sur le bord. Il peut casser, je ne sais pas en quel matériel, s'il est en plastique ou en verre. Mais par contre, je vois des choses positives. Il y a des protège-doigts après les portes. Oui. Okay. C'est un bon point. Andréane, elle va discuter de ça aussi. Chaussures fermées. Oui. Donc, quand on fait l'analyse des risques, on essaie de faire la liste de tout ce qui est possible d'arriver, puis éventuellement aussi, on va tenir en compte ce qui est mis en place pour réduire le risque de se blesser là, avec ce que vous venez de
nommer, là, par exemple les protège-doigts. Bon, les protège-doigts peuvent être utiles pour l'enfant, là, mais ils peuvent être aussi éviter que l'éducatrice là, aussi se coince là, quand elle glisse le marchepied. Vous aviez nommé autre chose, c'était aussi l'accès, que vous imaginiez peut-être une torsion. Est-ce que c'est juste, Marie, pour atteindre peut-être la dernière série de couches tout en haut, là? Oui, effectivement. On peut anticiper que c'est un scénario qui est assez probable. Oui. Puis, il y a le star aussi, que je trouve que la corde semble basse. Mais là, c'est au niveau des enfants. Oui, c'est sûr que quand on fait ici la démarche, on s'intéresse aux risques pour l'éducatrice. Mais il reste que si on corrigeait la situation pour protéger les enfants, il faudrait se questionner comment on réussirait à descendre notre star sans être peut-être avec le bras tiré. Merci. On a donc ce que vous voyez, hein, puisque je veux que ce soit le constat de tout le monde, c'est qu'on peut tous et chacune rapidement, avec la compétence que vous avez et connaissez du milieu de garde, identifier un certain nombre de risques. Donc, Andréane, si tu mets la diapo suivante, on en avait peut-être ajouté d'autres, qui étaient, bon, le fait, si je regarde, de soulever les enfants, peut-être si on rangeait les jouets, on n'a pas vu, il y a peut-être des tablettes quelque part. La posture, on l'a nommé, les accompagnants d'être assis sans écrit. Le travail debout prolongé, il représente aussi en soi un risque aussi pour les membres inférieurs, pour le bas du dos. Contact, risque biologique, on l'a dit. Les produits chimiques, on ne voit pas, ils sont peut-être cachés derrière l'éducatrice qui est à l'avant, mais qui risqueraient d'être utilisés aussi, souhaitons-le, après le changement de couche. Ça fait aussi partie des risques possibles. Donc, on peut en voir, mais pour être certaine qu'on couvre tous les risques, parce que c'est important dans notre démarche d'avoir une approche structurée, il faut nous donner une méthode puis des outils pour arriver à bien identifier tous les risques. Parce que si je vous parlais OK, dans un autre local, qu'est-ce qu'il y a dans la salle de dodo où on ne le voit pas vraiment? Puis une autre tâche au moment du repas, est-ce qu'il y a d'autres risques? Si on allait dehors, là, on est en été, mais ça ne serait pas les mêmes risques qu'en hiver. Donc, pour être sûr qu'on fait l'inventaire, le recensement complet, pour suivre une démarche, il faut avoir des outils pour nous aider. Donc, je laisse Andréane nous expliciter davantage là, comment faire une démarche complète d'identification. Merci, Sylvie. Effectivement, la partie que Sylvie a nous présenter, c'est vraiment un préalable à l'identification des risques, à connaître l'ensemble des risques, être capable d'identifier c'est quoi un risque ergonomique, biologique, chimique, etc. C'est un incontournable pour être capable d'identifier les risques. Mais ça, on va vous aider là-dedans, on va vous produire des outils, là, on travaille là-dessus justement. Fait que, inquiétez-vous pas, là, on va vous fournir là, quelques grilles, outils, aide-mémoire, je ne sais pas exactement encore quel format ça va prendre, mais qui va pouvoir vous aider dans cette démarche-là, mais aussi vous aider ensuite à concilier l'ensemble de tous les risques que vous avez dans votre milieu de travail. Alors, si on regarde ensemble, la première étape qu'on a parlé tout à l'heure, c'était l'identification des risques. Alors, l'identification des risques, c'est une démarche pour recenser l'ensemble des risques dans votre milieu de travail. Donc là, l'exemple qu'on a fait avec Sylvie, c'était déjà un pied là, pour un pied dans la porte d'entrée, en fait, à l'identification des risques. En regardant la photo, on était capable déjà d'en citer quelques-uns. Mais là, il faudrait effectivement, pour faire un portrait complet de l'ensemble des risques, poursuivre notre réflexion, poursuivre l'identification, afin de les recenser dans toutes les tâches là, que l'éducatrice en question va faire là, dans le cadre de son travail. Donc ça, identifier les risques, ça fait partie du régime intérimaire, c'est ce que je vous parlais là, d'entrée de jeu, donc à partir du 6 avril. Et c'est pour tous les services de garde. Donc, que vous ayez plus de 20 travailleurs ou moins de 20 travailleurs, c'est une exigence auquel vous avez maintenant le devoir de faire. Donc, d'identifier tous les risques ou encore, pour reprendre l'image que je vous donnais là, au départ, d'identifier tous les crocodiles que vous avez dans votre milieu. C'est sûr que c'est une démarche qui demande du temps, qui demande du personnel. Donc, il faut penser à la libération du personnel. Il faut vraiment penser aussi à un budget pour être capable de faire en bas des temps. Alors, comment on identifie les risques? Premièrement,
la première étape qu'on peut faire, c'est de regarder ce que vous avez comme information dans les outils existants chez vous. Donc, si vous avez, là, en fait, vous avez l'obligation de l'avoir, donc dans votre registre d'accidents et d'incidents et premiers secours, si vous regardez dans votre registre, déjà, vous pouvez voir c'est quoi les risques qui se sont manifestés chez vous, qui ont provoqué, en fait, un accident ou un incident ou qui ont nécessité des soins. Alors, ça peut vous donner, en fait, toutes sortes d'informations sur à quel endroit ça s'est passé, c'est quoi votre local où est-ce qu'il y a le plus de situations dangereuses, c'est-tu à la cuisine, c'est-tu à la pouponnière, c'est-tu dans la cour extérieure, et comment ça s'est passé, hein? C'est-tu avec un outil, c'est-tu en faisant un geste, en prenant une position particulière, c'est-tu en glissant, par exemple. Fait que déjà, vous allez récolter de l'information qui est nécessaire à votre identification des risques. La même chose pour le rapport d'enquête et d'analyse d'événements accidentels. Si vous regardez vos rapports que vous avez faits d'enquête et d'analyse, mais ça va vous donner aussi de l'information très pertinente pour identifier des risques qui sont chez vous. Vous pouvez vous servir des déclarations de situation dangereuse si vous en faites. Certains appellent ça des books. Donc, c'est sûr que ça aussi va vous fournir des éléments importants sur les risques. Si vous faites de l'inspection, en regardant les rapports d'inspection, vous allez pouvoir déjà noter quelques risques que les gens ont observés là, quand ils ont fait leur inspection. Ça, c'est une première étape, je dirais, préalable à la démarche d'identification des risques qui va venir se compléter avec une stratégie, en fait, par catégorie de risques. Donc, ça, c'est comme la deuxième étape qui vient vraiment intéresser votre portrait là, très complet, très global des risques que vous avez dans votre milieu. Donc, ici, en fait, c'est probablement l'étape la plus longue là, parmi les deux. Et vous devez absolument impliquer votre personnel. Comme je disais tout à l'heure, le personnel là, est impliqué. Mettons, si on regarde la situation qu'on a vue avec la photo, il y avait 2 éducatrices là, dans la photo, donc il faudrait regarder avec elles comment ça se passe dans leur milieu. Il faudrait les questionner pour être sûr de passer à travers l'ensemble des tâches, des activités qu'ils réalisent dans leur journée. Il faudrait observer aussi, parce que des fois, on n'y pense pas, hein, ça fait partie de notre travail, fait que même si on les questionne sur certaines choses, parce que qui ne pensent pas à certains risques, donc de venir les observer, ça permet vraiment de dresser le portrait là, des risques là, de façon plus significative, plus élargie. Donc, on passe à travers l'ensemble des risques, puis dans les outils qu'on va vous fournir, on va vous donner une genre de checklist, là, où vous marquez risque ergonomique. De ce que vous en avez déjà dressé un bon portrait, là, mais en dessous, mettons, de risque ergonomique, vous allez voir tous c'est quoi les facteurs de risque en lien avec les risques ergonomiques. Ensuite, avec les risques biologiques, chimiques, là, etc. Ça va vous permettre de suivre. Et à ça, vous devez le faire pour chacune des chacune des routines ou des activités qui sont réalisées par le travailleur ou la travailleuse. Donc, si vous êtes à la cuisine, vous regardez ça avec votre responsable à l'alimentation. Si vous êtes dans le local de la pouponnière, par exemple, avec les éducatrices, si vous êtes dans les 4-5 ans, vous regardez ça aussi avec eux. Donc, ça va vraiment vous permettre là, d'aller chercher l'ensemble des situations qui pourraient mettre en danger un travailleur ou une travailleuse dans votre milieu. Et comme vous pouvez rester à l'affût éventuellement, que ce soit sur notre Facebook ou encore sur notre infolette, vous allez avoir l'information quand on va pouvoir vous aider là, avec des outils pour noter l'ensemble de vos risques, mais aussi pour venir consigner votre information. C'est une étape primordiale aussi de venir consigner l'ensemble des risques que vous allez avoir notés dans votre milieu. Alors, c'est important de couvrir, on l'a dit tout à l'heure, fait que c'est sûr que là, on vous a mis des exemples de tâches, là, mais il faut penser aux tâches qui sont les plus courantes, changement de couche, désinfection, distribution des repas, habillage, etc. Mais il faut penser aussi aux tâches qui sont moins courantes, là, que l'éducatrice peut faire un peu moins souvent là, dans une journée ou dans une semaine ou dans un mois, si on pense par exemple à la désinfection du corps ou lavage, par exemple, si ça arrive juste une fois par semaine, des draps ou peu importe là, de ce que vous avez, mais il faut aussi avoir en tête là, les tâches qui sont un peu moins fréquentes parce qu'elles aussi pourraient représenter un risque. Et il faut penser à tout le personnel, donc vous les éducatrices, puis la responsable d'alimentation, mais aussi le personnel de bureau comme la direction ou les conseillers pédagogiques et encore les gens là, qui font l'entretien dans votre milieu. Et j'en passe, peut-être que vous avez d'autres types d'emplois là, à
l'intérieur de votre organisation. Donc, il faudrait les rajouter à ce moment-ci. Alors, si vous voulez entreprendre déjà l'identification des risques, vous pouvez avoir en fait accès en fait à un des guides qu'on a sur notre site Internet. C'est un guide quand même qui est très complet. Ça parle de la démarche d'identification et d'évaluation des risques vraiment de A à Z. Donc, si vous voulez déjà commencer, vu qu'on n'a pas encore nos outils pour les plus petites organisations, vous pouvez vous référer à ce guide-là. Vous avez le lien en bas. Donc, comme je vous dis, restez à l'affût, puis on va vous annoncer dès que c'est prêt, la possibilité de pouvoir avoir nos outils pour vous accompagner dans cette démarche. Alors, une fois qu'on a identifié les risques, je rappelle que c'est pour tous les employeurs, toutes les organisations, que vous ayez 20 travailleurs ou plus ou 20 travailleurs et moins. L'étape que vous allez faire après, c'est l'analyse des risques. Mais l'analyse des risques, c'est pour ceux qui ont 20 travailleurs et plus. Donc, l'identification des risques pour tout le monde. Mais l'étape subséquente, qui est l'analyse des risques, c'est pour ceux qui ont 20 travailleurs et plus. C'est quoi l'analyse des risques? En fait, l'analyse des risques, ça vient évaluer les risques afin de venir les prioriser et cibler en fait les actions qu'on veut mettre en place. C'est très, très fort probable qu'une fois que vous allez passer à travers les différentes tâches, mettons, d'une éducatrice, dans le cadre de la pouponnière, puis que vous allez avoir passé à travers les 6 catégories de risques, que vous ayez vraiment beaucoup de risques de récolter, de consigner. Donc là, de venir faire l'analyse des risques, ça va vous permettre de venir les évaluer, donc de dire quelle ampleur ils ont, puis ça va vous permettre de pouvoir prioriser pour agir au bon endroit, comme on parlait tout à l'heure, et de venir donc cibler vos actions dans votre plan d'action, dans votre programme de prévention, pour vraiment investir toutes vos ressources au bon endroit. Donc, ça fait partie du régime, je l'ai dit tout à l'heure, pour les 20 travailleurs et plus, et ça vient après l'identification des risques. Comment on fait ça, l'analyse des risques? Alors, il faut premièrement utiliser des critères de priorisation. Donc, je vais vous en parler tout à l'heure dans une prochaine diapositive. C'est des critères qui vont vous permettre de pouvoir attribuer, je pense déjà au point 3, différentes cotes en examinant chacun des risques un à un. Des critères que vous allez pouvoir prendre avec le risque en question et dire, bon, est-ce que c'est un risque important ou un risque moins important? Fait que ça va vous donner des indices pour prendre quelque chose d'objectif. C'est pas évident, là, un risque de dire à quel point c'est important ou pas. Donc, on essaie de se donner des critères pour rendre le tout le plus objectif possible. Je vais vous en parler un petit peu plus en détail dans la diapo suivante. Mais c'est aussi important quand vous allez questionner les travailleurs sur les différents risques qui sont présents dans leur milieu, dans leur quotidien, de documenter les mesures de prévention qui sont déjà en place. Et ici, je vous ramène à mon histoire de crocodile et à ma clôture. Parce que si j'ai une grosse clôture en fer forgé, soudée, vraiment massive, il y a beaucoup moins de chances que je me fasse croquer par le crocodile. Donc, j'ai des mesures en place qui sont connues des travailleurs, qui sont fonctionnelles, qui répondent bien aux besoins, qui sont utilisées par tout le monde. Ben, c'est sûr que je viens de réduire mon risque de rencontrer ma situation dangereuse, donc de rencontrer mon crocodile. Mais si je n'en fais pas de mesures de prévention, ben, il y a de fortes chances que mon risque augmente. Si mes mesures de prévention sont, je ne sais pas si vous me permettez l'expression, boiteuses, mettons, ben, ou ils ne sont pas connus, ou ne sont pas utilisés, ben là, je viens d'augmenter effectivement le risque de me blesser. Donc, si ma clôture, au lieu d'être en fer forgé, comme je disais tout à l'heure, solide et massive, est plutôt en bois, puis il y a déjà des signes de détérioration sur ma clôture, puis qu'il y a un poteau qui tient un peu de peine et de misère, il y a de bonnes chances qu'à un moment donné, mon crocodile va être capable de passer au travers et de venir me croquer l'autre côté. Donc, de documenter les mesures de prévention qui sont déjà en place va venir vraiment vous aider à faire la partie analyse des risques. Donc, une fois que vous allez avoir attribué vos codes, comme je disais tout à l'heure, vous allez pouvoir les ordonner, les risques, donc les prioriser. Mettre vraiment ceux qui ont plus d'importance ou qui ont un impact majeur sur la santé et sécurité en priorité, puis venir vous organiser après ça pour vous structurer dans la prise en charge de la prévention
Et donc, ça va vous amener, comme on parlait tout à l'heure, à préparer un plan d'action qui reflète vos besoins, vos priorités. Alors, c'est quoi ces critères de priorisation-là? C'est entre autres la probabilité. Donc, c'est quoi la probabilité que je me blesse face à ce risque-là? C'est quoi la probabilité que je tombe si je pile sur la glace? Donc, ici, je reprends mon exemple tantôt pour faire du pouce là-dessus. Mais si j'ai aucune mesure de prévention, donc si maintenant j'ai pas de clôture, dans la cour il y a de la glace, mais personne n'est allé l'inspecter, j'ai pas de tampon, là je mets ça à l'extrême, là, mais j'ai pas personne qui a mis du sel ou du sang, puis là je m'en vais dehors, ben la probabilité que je glisse et que je me blesse est quand même importante. Donc je vais donner une cote qui est plus élevée. Mais si j'ai des mesures de prévention, comme je le mets tout à l'heure, quelqu'un qui vient étendre du sel ou du sang, quelqu'un qui fait l'inspection puis qui évalue la situation pour dire est-ce que c'est sécuritaire. Mes éducatrices qui ont des crampons pour quelque chose, et la clôture est pas mal plus forte, qui fait en sorte que mon risque à ce moment-là, qui se présente, là, qui se réalise, ce risque-là, est beaucoup plus faible. Donc, je vais attribuer une cote qui est moins élevée. Puis, je reprends la même réflexion avec la gravité. C'est quoi la gravité, en fait, reliée à ce risque-là? Est-ce que c'est je mets ça encore à l'extrême là, pour qu'on comprenne bien la situation, mais est-ce que c'est j'ai la possibilité d'avoir une écharpe dans le doigt si je joue avec un morceau de bois qui est du carré de sable pour dire quelque chose qui est abîmé, ou encore j'ai un risque de décès si j'ai des travaux à faire au niveau du toit, que j'ai pas d'harnais ou j'ai pas de garde-corps et que je risque de tomber du toit. Vous voyez que la gravité n'est pas la même. Fait que de venir coter cette gravité-là va venir aussi me dire quel risque je dois traiter en premier. C'est sûr que si on parle d'un cas de décès comme gravité, ça devient une urgence monumentale et puis ça passe, on ne cote même pas la probabilité. Là. On s'en va tout de suite agir sur ce risque-là. Mais entre les deux, il y a quand même une bonne marge et puis c'est là que c'est important de pouvoir venir la coter. Donc, donner un chiffre, un nombre, une quantité pour être capable de grader ensuite nos différents risques. Si c'est une obligation légale, c'est un autre critère qu'on peut se donner, en fait qu'on doit se donner pour évaluer là, si j'agis sur ce risque-là en priorité ou pas. Je pense entre autres au syndic, vous avez des obligations en lien avec ça. Vous devez connaître c'est quoi les risques reliés au produit et comment que je dois le manipuler et l'utiliser. Donc ça aussi, c'est important de tenir compte. Là. Il y a des obligations légales ou réglementaires là, derrière un risque. Et si après ça, vous voyez que des critères, pas des critères, mais des risques qui se ressemblent au niveau des cotes là, que vous avez données, que ce soit au niveau de la probabilité, de la gravité ou des obligations, mais vous pouvez aussi utiliser d'autres critères comme choisir, mettons, d'agir sur un risque où tout le monde est exposé comme la glace dans la cour pour dire quelque chose. Ou vous pourriez utiliser, mettons, la fréquence comme étant un autre élément qui peut vous dire, ben lui, ce risque-là, ça se présente à tous les jours, donc je vais agir plus rapidement dessus. Et puis, ça peut être plus moins. Donc, il y a possibilité de s'ajouter des critères au besoin, mais je vous dirais que les principaux critères qu'on utilise dans l'identification et l'analyse de risque, c'est la probabilité, la gravité et les obligations légales. Alors ici, c'est quand même une étape qui parfois est évidente et parfois pas mal moins évidente. Et que ce soit en fait l'identification des risques ou l'analyse des risques, vous allez pouvoir faire un coup par vous-même. Je suis vraiment pas inquiète. Puis vous l'avez démontré avec l'exemple de situation que Sylvie vous a fait avec la première. Déjà, vous avez nommé des risques là, facilement. Et si vous avez besoin d'aide pour compléter votre identification des risques ou encore pour compléter l'analyse des risques, n'hésitez pas à faire appel à des experts ou à faire appel à nous à la distance. Là, on peut vous aider là, pour compléter soit votre démarche ou encore pour répondre à vos questions là, si vous en avez. Et tout ça, bien sûr, là, je le répète, là, mais ça va vous aider à venir faire un plan d'action qui est vraiment à la lumière de votre réalité. Là. Alors, ben, c'est ça. Voilà. En fait, peut-être qu'avant qu'on passe à la période de questions, là, parce que cette diapo venait compléter l'analyse de risque, qui est comme la deuxième étape de l'identification,
On peut peut-être faire un petit résumé. Là. Il est quelle heure? Il est 14h15, c'est parfait. On est dans nos temps. On va avoir le temps là, de faire une période de questions avec vous par la suite. Mais les risques, en fait, aujourd'hui, on parlait de l'identification et l'analyse des risques. Donc, pour faire l'identification des risques, c'est important de se donner une méthode structurée pour être capable vraiment de recenser l'ensemble de vos risques. Et ça, c'est pour toutes les organisations en lien avec le régime intérimaire, donc pour le 6 avril. Que vous ayez 20 travailleurs et plus ou 20 travailleurs et moins, l'identification des risques fait partie des exigences auxquelles vous devez répondre. Et ensuite, pour les 20 travailleurs et plus, vous devez faire la partie qui s'appelle analyse. Donc, venir prioriser quels risques vous devez mettre en priorité parce qu'ils présentent une probabilité plus grande, une gravité plus grande ou encore c'est une obligation légale. Et ça, comme je disais, c'est pour les 20 travailleurs et c'est sûr, comme on l'a dit tantôt, ça prend du temps, ça prend des ressources. Donc, vous allez avoir besoin de libérer le personnel pour le faire. Et ça prend aussi des connaissances. C'est pour ça qu'on a passé quand même une bonne partie de la rencontre là, avec Sylvie qui vous a parlé des différents types de risques. On ne peut pas identifier ce qu'on ne connaît pas. Si on ne sait pas que se pencher, ça représente un risque, c'est sûr qu'on ne peut pas l'identifier comme étant un risque. Il y a une connaissance préalable à ça. Donc, avec la présentation que Sylvie vous a fait, là, ça vous donne un portrait des 6 grandes catégories de risques, puis des exemples reliés à ça. Mais comme je vous le disais aussi tantôt, on travaille sur des outils pour les petites organisations, dont les services de garde. Donc, ils vont être disponibles là, prochainement là, pour vous accompagner dans votre démarche, pour coter vos risques, pour venir consigner aussi l'ensemble des risques là, dans un tableau résumé là, qui va vous permettre d'avoir l'information au même endroit. N'hésitez pas aussi, si vous avez besoin d'aide, d'accompagnement, vous avez des questions, vous pouvez nous contacter, nous téléphoner, nous envoyer un courriel. Et la dernière chose que je vais vous dire avant de prendre les questions, c'est qu'éventuellement, on va avoir besoin de volontaires. Donc, si jamais ça vous intéresse de tester nos outils, puis nous donner votre feedback par rapport à eux, on aime toujours ça savoir, une fois que, dans le fond, les outils sont utilisés dans un milieu réel là, de travail, est-ce que c'est convivial? Est-ce que ça fonctionne bien? Est-ce que vous voyez des lacunes? Est-ce que vous avez des pistes d'amélioration qu'on pourrait leur apporter à nos outils? C'est que d'avoir du feedback, c'est très précieux pour nous. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés à être nos testeurs, alors je vous inviterai à nous envoyer un courriel. Vous allez avoir la PowerPoint là, à la fin de la rencontre. Donc, dans la PowerPoint, là, je vais juste vous le montrer. Là, vous avez les coordonnées à Sylvie et à moi, mais vous avez aussi les coordonnées générales là, des bureaux de Québec et de Montréal. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer un petit courriel pour dire que vous êtes intéressés. On va vous recontacter par là-dessus. Alors, c'est ce qui fait le tour de notre présentation sur l'identification et l'analyse de risques. Peut-être qu'on pourrait à ce moment-ci prendre les questions. J'ai aussi 2 collègues là, qui vont se joindre à nous. Lydia Pelletier, qui travaille aussi avec nous dans les services de garde, et puis Marilyn Gilbert, qui est notre autre collègue. Là, je ne sais pas si elle est en ligne toujours. Je sais qu'elle avait une rencontre tout à l'heure, mais on va être les 4 là, présentes pour répondre aux différentes questions. Alors, Valérie, je ne sais pas si tu veux me pister là, sur les mains levées. Oui, alors on a des garants qui tient sa main levée depuis un bon moment. C'est vrai. Le micro est allumé de mon côté, à vous d'ouvrir le vôtre. Je ne sais pas si c'est monsieur ou madame Garant. Allez-y. Bon, je vois que votre micro est ouvert, mais on ne vous entend pas. Aïe, aïe, aïe. Andréane, tu peux peut-être remettre la diapositive avec les adresses, vos adresses, parce que s'il y en a qui ont posé des questions dans le clavardage, je vous invite à les réécrire peut-être aux adresses courriels qui sont à l'écran. Comme ça, nous, on pourra vous répondre ou vous téléphoner peut-être par la suite, là, si jamais il y en a qui n'ont pas de micro ou quoi que ce soit, là, étant donné que le clavardage ne fonctionnait pas. On en est bien désolé d'ailleurs. Sinon, n'hésitez pas à lever votre main pour que j'ouvre votre micro. Là, je n'ai pas d'autres mains levées.
Voilà. Alors, Lamia, allez-y. Merci pour les belles informations que vous avez partagées avec nous. Seulement une question à vous poser, s'il vous plaît. Vous avez parlé de la loi 59 au début, que je ne connais pas. C'est quoi cette loi-là? La loi 59, en fait, c'était quand il commençait à parler de faire des modifications dans la loi sur la santé et sécurité au travail. Fait que on disait la PS, c'était le projet de loi 59. Celle-ci, c'est devenu le régime intérimaire qui va devenir après ça le règlement des mécanismes de prévention et de participation. Donc, c'était le projet de loi 59. Qui existe depuis 2 ans, je pense, hein, qui était en cogitation parce qu'il y avait un souci de mettre à jour la législation santé et sécurité au travail qui datait de plusieurs années. 69. Oui. Alors, c'est ça qui est à l'origine de ce qu'on vous présente aujourd'hui, puis de besoin d'avoir des mécanismes de participation en santé et sécurité au travail. C'est qu'il y a une réforme vraiment sérieuse du régime de santé et sécurité qui est enclenchée depuis l'automne dernier. D'accord. Dans ce cas-là, c'est comme si maintenant c'est un rajout à cette loi-là que vous avez dit maintenant. Donc votre présentation, elle représente une partie de cette loi-là, si j'ai bien compris? Effectivement, les changements, toute la loi n'est pas démolie, refaite, mais il y a des changements qui sont faits qui vont concerner comment on participe maintenant comme travailleur et employeur à quels sont les mécanismes qui vont être nécessaires de mettre en place. Parce qu'avant, il y avait des obligations pour certains types d'établissements ou d'employeurs. Maintenant, l'intention du gouvernement, c'est de dire qu'on veut que la participation soit la même pour tout type d'activité, mais la seule nuance qu'on va apporter, ça va être en fonction de la taille. Des plus petits établissements, on va avoir une formule plus allégée de participation. Donc ça, c'est la webconférence que Lydia et Marilyn ont faite et que vous pouvez accéder. C'est ça, ils n'ont pas de clavardage. C'est ça, ils n'ont pas de clavardage, c'est ça. Valérie, quand tu vas envoyer le contenu, est-ce que tu peux envoyer le lien pour la dernière formation comme ça, madame? Oui, bien sûr, mais c'est ça. Mais dans l'invitation à s'inscrire aujourd'hui et dans la confirmation du lien pour se connecter, j'avais mis le rappel de la conférence précédente. Donc, de la même façon, là, moi, je vais vous remettre tous les liens dans le prochain courriel que je vais vous envoyer avec la présentation PowerPoint et le rappel de la prochaine activité, de façon à ce que vous ayez aussi le lien pour vous inscrire rapidement si vous ne l'avez pas déjà fait. Donc, les lois ne sont pas tellement abolies, mais sont modernisées. Hein? C'est pour ça qu'on dit la loi modernisante, non? C'est ça. Et pour bonifier, si je peux rajouter, dans le fond, il y a la webconférence qui parle de toute la modification, dans le fond, les changements principaux apportés à la loi. Puis la dernière conférence qu'on a faite avec Lydia, c'est plus justement sur les mécanismes de participation, donc en lien avec la mise en place d'un agent de liaison, un comité de santé et sécurité. Donc, selon le sujet des nouveautés, là, vous avez toute la documentation là, qui est inscrite, que vous pourrez voir dans les liens. Si jamais c'est pas clair, ben contactez-nous, là, on pourra regarder ça ensemble. D'accord, merci. Merci.